Donc merci de votre invitation. Tout ça, c'est parce qu'un jour, j'ai mangé les palourdes de Juliette, enfin de sa mère, voilà. C'est parti de là. Comme quoi, le hasard de la vie est assez chouette, quoi. Enfin, pas toujours, mais quand même. Alors, blague à part, et c'est pas une blague, parce que c'était très bonne, c'est pas lourd, j'y pense tout le temps. Donc, on va essayer de discuter, de voir ce qui nous rassemble, évidemment, ce qui nous différencie aussi. Voilà. Alors, la justice scolaire, c'est un terme que je connaissais pas trop il y a quelque temps. Voilà. Mais pourquoi pas? Enfin, voilà. La pensée, la pratique évolue tellement que finalement il y a des néologismes qui deviennent des classiques d'ailleurs. Voilà. Et donc la justice scolaire finalement c'est peut-être un concept qui s'inscrit dans une évolution très intéressante à la fois sur le scolaire et sur la justice. Voilà. Moi, j'ai commencé ma carrière de magistrat il y a tellement longtemps, et il y a tellement de choses qui se sont passées. Une des premières affaires que j'ai eues il y a très très longtemps, c'était des jeunes qui avaient foutu le feu à un établissement scolaire à Melun. Voilà. Donc tout ça, je vous parle de ça, tout simplement pour vous dire que faut se calmer, quoi. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui peuvent effrayer, à juste titre d'ailleurs, dans tout ce qui touche l'école. Mais on a connu des choses assez terribles, quoi, assez questionnantes, il y a très 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 longtemps. Très très longtemps. Voilà. Et moi je me souviens que dans cette affaire de l'époque où on avait fini par arrêter les auteurs, c'était des questionnements sans fin, la jeunesse, foutre le feu à l'école, voilà, qui sont c'était même pas des sauvageons, quoi, c'était des criminels, voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va les mettre en prison ou pas? Quelles sanctions vis-à-vis de ça? Et il y avait dans la ville moyenne où j'habitais une émotion considérable. On se posait tout un tas de questions. Voilà. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, etc., etc. Est-ce que c'est la fin des haricots? Est-ce que c'est le début de la guerre civile? Est-ce que, enfin bon, voilà. La Fièvre, la série que vous avez dû commencer à lire comme moi, à voir, ça date pas d'hier ou d'avant-hier, quoi. Voilà. Donc, bon, on se calme et on continue à réfléchir. Alors, la justice scolaire, oui, effectivement, ça fait partie de toutes les nouvelles justices qui existent. Voilà. Parce que dire la justice, déjà, c'est un raccourci vraiment impressionnant, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des dizaines de types, des centaines de types de justice. Voilà. Moi, j'en représente, je peux dire, une petite partie. Mais il faudrait parler évidemment des justices, des différents types de justice. Et je ne sais même pas quoi vous citer, tellement il y en a. Enfin bon, je vous avais invité, on le disait tout à l'heure, un représentant de l'Institut qui est spécialisé dans la justice restaurative. Et c'est très bien. Alors, la justice restaurative, c'est quoi? Vous m'auriez posé la question il y a 40 ans. Je vous aurais répondu, je sais pas, ça n'existe pas. Bah oui, ça n'existe pas.
Et puis, petit à petit, ça s'est créé. On a réfléchi tout doucement avec tous les partenaires possibles et imaginables. Et puis finalement, après une longue évolution, des pas de côté à l'étranger, au Canada notamment, comme d'habitude, et puis ailleurs, on s'est dit, bon, on pourrait peut-être essayer. Et puis petit à petit, une poignée de gens, comme d'habitude, se sont dit, bon, on va essayer de faire quelque chose en France, pourquoi pas. Alors, entre cette période vraiment embryonnaire, et puis aujourd'hui, où vous avez tous vu le film qui passe sur Canal+, alors c'est quoi le titre déjà? Je me souviendrai de Je verrai toujours vos visages. Vos visages, oui, voilà. Il y a déjà un chemin colossal, voilà. C'est même passé à un moment donné par une loi qui a été proposée par Christine Taubira et qui est inscrite maintenant dans la loi. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Et c'est un type de justice. Alors est-ce que la justice aujourd'hui en France ressemble à cette justice restaurative? Alors pas du tout. Désolé de doucher vos espoirs et vos illusions, mais la justice restaurative et ses promoteurs, qui sont une poignée, oui, allez, va, des doigts de la main, ça suffit, c'est quand même quelque chose qui peine à s'installer. Et c'est dommage, vraiment, c'est dommage parce que c'est assez extraordinaire. Mais la réalité est à des années-lumière de ce que vous voyez dans le film. Donc, je dis pas ça pour doucher les espoirs et les initiatives, pas du tout, pas du tout. Simplement, tout ce qu'on peut essayer en matière de justice au sens large, avec un S, ce sont des choses qui progressent à très faible allure, très très faible. Il n'y a pas vraiment de révolution. C'est lent, c'est très lent. Et donc moi j'ai travaillé avec cet institut, enfin je continue de travailler aussi encore aujourd'hui avec eux, c'est passionnant. Mais si vous allez, après avoir vu le film, vous allez le lendemain au tribunal de ce que vous voulez, et vous allez assister. J'ai rien de particulier à vous annoncer là. Et que vous assistez à une audience de comparution immédiate. Ce qu'il y a de plus banal aujourd'hui dans la justice en France. Voilà. Vous allez vous dire, attendez, le film que j'ai vu hier, quel est le rapport avec ce que je viens de voir aujourd'hui? Aucun. Aucun. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que il faut aider la justice restaurative, il faut faire de la justice restaurative, il faut continuer à réfléchir, il faut essayer de mettre ces idées, cette institution dans la réalité de la justice aujourd'hui en France. Mais il y a un travail monumental et très long nécessaire pour tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vous ai pris cet exemple, alors complètement au hasard, simplement parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc il faut se battre, j'allais dire, en permanence, que ce soit dans les justices ou que ce soit dans les écoles. En sachant que tout ne marchera pas, que qu'il y aura parfois des éclosions, des éruptions, des choses magnifiques, des consécrations, et puis de temps en temps des oublis. Tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un que je connais très très bien, qui a travaillé avec moi, enfin j'ai travaillé avec lui plutôt, il y a au moins une quinzaine d'années. On avait lancé un mouvement qui s'appelait l'Appel des appels, qui regroupait un certain nombre d'idéalistes, je dis ça pour
nous fait plaisir. Dans le milieu psy, dans le milieu scolaire, dans le milieu justice, dans le milieu philosophie, enfin bon, ce qu'on peut faire de mieux, quoi, vraiment, voilà. Et je faisais un sondage, assez désespérant, parmi quelques personnes qui sont ici, en disant, parce qu'on avait écrit des bouquins, hein, moi j'avais participé, j'avais écrit, on avait fait des réunions partout en France, c'est génial. Et la question était toute bête, vous avez entendu parler de l'appel des appels? Silence gêné. Alors que ça nous avait mobilisés pendant des années, voilà, et que c'était très chouette. Et plouf, c'est tombé dans l'oubli, quoi. Moi j'ai encore le bouquin chez moi, au fin fond de ma bibliothèque. Voilà, non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Faut continuer, faut recommencer. On n'a pas travaillé pour rien, ça s'est inscrit dans les esprits, ça a fait bouger pas mal de lignes dans plein de domaines, évidemment, voilà. Mais un jour, c'est mort. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va recommencer, puis nous, on est encore toujours là, pour l'instant. Voilà, dis-je en m'adressant à mon ancien collègue. Alors, vous avez comme les juges, comme les avocats, des règles, des lois, des règlements intérieurs, des règlements extérieurs, des lois, voilà. Des lois au sens juridique, au sens psychanalytique, tout ce que vous voulez. Voilà. Le problème, c'est de savoir, et je pense que c'est un de vos problèmes, qu'est-ce qu'on fait de ces règles, qu'est-ce qu'on fait de cette loi. Ce qu'on peut. Voilà. Ce qu'on veut. Voilà. Deux concepts un peu différents. Mais intéressant. Quand on fait du droit, on apprend le droit. On achète des codes. Moi, quand j'étais jeune et que je faisais mes études de droit, j'étais vraiment... je bossais comme un fou. Je m'étais abonné à plein de revues juridiques. J'avais acheté des codes, qui à l'époque tout petits. Hein. Maintenant, comme ça. Voilà. Et j'étais très fier de ça. Vraiment. Je le suis toujours, d'ailleurs. Parce qu'il faut connaître la loi. À l'époque, on pouvait encore avoir l'illusion que, en étant étudiant en droit, on connaîtrait la loi. Non. Non. Parce que la loi, c'est quelque chose... La règle, les règlements, c'est impossible à connaître. C'est assez terrible. Parce que mes illusions de jeune étudiant se sont effondrées au fur et à mesure du temps. Voilà. Et donc, les juges ne connaissent pas la loi. Les avocats non plus. Les citoyens encore moins. Les législateurs encore moins. Mais elle est là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça qui est important. On ne la connaîtra pas, c'est certain. C'est impossible. Mais comment on la voit ? Et ça vous concerne. Quel regard on porte sur la loi au sens large ? Comment on se positionne par rapport à elle ? Vous avez employé plusieurs fois le terme « pas de côté ». Un pas de côté. Voilà. Je pense que c'est une bonne réponse par rapport à la loi. Parce que la loi, on ne la connaît pas. Oui, ok.
mais aussi parce que la loi, c'est pas simplement une Bible, c'est pas un impératif. La loi, c'est vague. La loi, c'est vaste. La loi, c'est ambigu. La loi, c'est large. Donc, vis-à-vis de ça, votre sentiment de professionnel ou de citoyen, c'est de dire, certes, j'ai une loi, mais cette loi, sans moi, elle n'a aucune valeur. C'est-à-dire que la règle n'a aucune valeur si elle n'est pas appliquée. Et c'est cette application douloureuse, inquiétante, angoissante, qui fait la vie. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se débarrasser de la peur que suscite la loi. Alors tout ça, c'est un petit peu vague. Alors je vais vous mettre du concret là-dedans, sinon vous allez vous y perdre, et moi aussi. Un jour, j'étais confronté, quand j'étais magistrat, à la loi sur la garde à vue. Ça remonte à il y a une quinzaine d'années. Je présidais une chambre correctionnelle au tribunal de Paris. Et à l'époque, les avocats, je n'étais pas encore avocat, hein, avaient très peu de pouvoir pendant la garde à vue. Et c'est dommage, parce qu'à l'époque, des gardes à vue, il y en avait un paquet. C'était même une époque où il y avait des luttes et des oppositions assez fortes sur l'explosion du nombre de gardes à vue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais ça remonte à il y a une quinzaine d'années. Hein. Voilà. Donc je faisais partie, bien que j'étais magistrat, de ceux qui disaient stop, ça suffit, il y en a trop. Et il faut mettre davantage de garanties. Donc il faut mettre un peu plus de présence d'avocats dans la réalité. Et dans la loi. Parce que la loi vous dit, ah, vous avez le droit, quand vous êtes arrêté, et il y avait des centaines de milliers de gens qui étaient arrêtés chaque année, hein, vous avez le droit de voir un avocat pendant 10 minutes. Voilà. Puis après, plus rien. Mais au-dessus de la loi, cette loi vague, confuse, ambiguë, il y a d'autres lois. Et c'est ça qu'il faut avoir constamment en tête. Au-dessus de la loi qui figure dans les codes, ou dans les règlements, ou ce qu'on veut, ce qui est écrit, il y a d'autres principes, il y a d'autres lois. On peut dire qu'il y a même surtout des valeurs qui sont supérieures à la loi. Ça va, vous allez me dire, oui, c'est votre idée, vous êtes un idéaliste, voilà. Ben, non. Non, parce que ces valeurs supérieures, ces principes supérieurs, ces lois supérieures, elles existent. Elles ont été réfléchies, pensées, écrites, discutées, au niveau, pas simplement français, mais au niveau international, au niveau du monde entier. Ça s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça s'appelle la Charte de l'ONU. Ça s'appelle la Charte de l'Europe. Ça s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme. Ça s'appelle la Constitution en France. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut presque se débarrasser de notre conception assez étroite de ce qu'est le règlement pour se rappeler tout le temps, qu'au-dessus de ce règlement, il y a d'autres lois. J'allais presque dire avec un grand L.
Et il faut que cette petite loi française, ces petits règlements français, eh bien, qu'ils correspondent à ces valeurs. Vraiment, c'est la règle de base. Donc, pour revenir à ma petite chambre correctionnelle à Paris, et au problème de la garde à vue, un jour, on s'est dit, à plusieurs, qu'il fallait mettre fin à ce scandale de la loi française en matière de garde à vue, qu'il fallait dire que la petite loi française, elle n'était pas conforme à la grande loi, que ce soit la grande loi européenne ou la loi de la Constitution française. Donc un jour, en janvier 2010, peu importe, on a une affaire assez banale de violence. Et la chambre que je préside annule toute la procédure qui nous était soumise, en disant « La loi française n'est pas conforme ni à la Constitution française, ni à la Convention européenne des droits de l'homme. » Ça fait un scandale épouvantable. Bon, les gens qui me connaissaient un peu ne pas trop étonnés, mais bon, il fallait quand même prendre position, quoi. Hein. Donc je vous la fais courte. La cour d'appel m'a dit n'importe quoi. Donc de temps en temps, il y a des oppositions quand même. Donc mon jugement a été infirmé. Mais ensuite, la Cour de cassation a dit « Ah, ben oui, tiens, finalement, il n'a pas tout à fait tort. » Donc la Cour de cassation a dit « Oui, ok, la loi française n'est pas bonne. » Ensuite, la Cour européenne des droits de l'homme, qui était saisie à peu près au même moment du même problème, a dit « Bah oui, la loi française n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. » Et même le Conseil constitutionnel s'est réveillé en disant « Bah oui, non, non, ça va pas du tout, il faut changer la loi. » Et il a dit au gouvernement « On vous donne jusqu'à la fin de l'année pour changer la loi. » Voilà. Bon, je n'étais pas trop mécontent. Et effectivement, la loi est changée, et a été changée, et voilà, on a modifié beaucoup de choses. Et aujourd'hui que je suis devenu avocat, et où je vais très souvent dans les commissariats et les gendarmeries, je remercie mon collègue président de la Chambre de Paris qui est à l'origine de ça. La sonnerie du Polydor lycée. La sonnerie de la cité scolaire. Ah d'accord. Voilà, donc c'est un exemple parmi plein d'autres pour vous dire que il y a beaucoup de justice, il y a beaucoup de lois, mais on peut les changer. On doit les changer. On doit les changer à partir d'une connaissance assez fine de ce que sont les valeurs que nous voulons défendre. Et ces valeurs, elles ne sont pas simplement dans notre tête, elles ne sont pas simplement dans nos bouquins de philosophie, de sociologie, de tout ce que vous voulez. Non, non, elles sont inscrites dans une loi, une vraie loi. Et ces lois, il faut les connaître, et il faut surtout connaître les valeurs qui sont à l'origine de l'élaboration de ces grands principes qui ne sont pas venus par hasard, comme par hasard à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être pas pour rien. Voilà. Donc, oui, la loi, le règlement, il ne faut pas en avoir peur. Il faut les faire évoluer. Alors les valeurs, oui, certes, les valeurs, mais lesquelles? J'allais dire d'abord l'homme, tout simplement. Savoir que tout ce qu'on fait, c'est pour qu'une institution fonctionne, que le tribunal, la cour d'appel, la cour de cassation,
le lycée, le collège, l'université, l'armée, tout ça, toutes ces institutions, il faut qu'elles fonctionnent bien. Mais l'essentiel, c'est pas l'institution. C'est important. C'est important que dans une république, il y ait des institutions qui soient bien huilées, bien rodées, qui fonctionnent. Mais ce qui est important, c'est l'homme. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand on est professionnel, et vous l'êtes tous, je le suis aussi, ce qui compte malheureusement d'abord, c'est que ça tourne. C'est terrible. On n'en a pas forcément conscience tout le temps, parce que ça tourne, voilà, donc on est pris dedans du matin au soir, voilà. Mais non. Non. Ce qui compte, c'est l'homme. C'est pour elle qu'on crée, c'est pour lui, ou pour elle, qu'on crée des lois. C'est pas pour que l'institution fonctionne. Si on a un État, si on a des services publics, tout ce qu'on veut, c'est pour que les hommes puissent vivre. Et donc, notre boulot à nous, quel qu'il soit, c'est à chaque fois, de regarder l'homme qui est en cause. Toujours. En permanence. Et c'est une évidence énorme, c'est une immense porte ouverte, mais c'est pas évident. C'est même très difficile. Très, très difficile. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans ces institutions, il faut arriver à faire parler de lui ou d'elle. Et maintenant que je suis avocat, je suis très content. Parce qu'avant, quand je présidais une audience, les gens, enfin, mon institution me critiquait souvent. Parce que je passais trop de temps à écouter les gens. C'est bizarre, hein? Mes audiences duraient assez longtemps. Mais c'est parce que j'aimais ça. Et je pense que c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire que vous devez aimer les gens. Bon, c'est un peu nunuche ce que je raconte, mais je m'en fous. Quelle que soit la personne que vous avez en face de vous. Je dis bien quelle qu'elle soit. C'est pas évident. Quand vous avez un assassin, ou une assassine, quand vous avez un violeur récidiviste, quand vous avez un terroriste, quand vous avez un gros trafiquant de drogue, quand vous avez un jeune qui a tué quelqu'un, qui a violé quelqu'un, vous l'aimez pas tout de suite. Je vous dis vraiment très sincèrement. Hein. Au début, je me souviens d'une affaire que j'avais eue, je vous donne des exemples concrets pour vous dire qu'on ne navigue pas dans des espaces intersidéraux. Il y a très longtemps. C'est un type qui avait fait exploser sa maison où il y avait sa femme, ses 3 enfants. Ils étaient tous morts. Et avant de faire exploser la maison,
il les avait tués à coups de carabine. Et le plus jeune, il devait avoir 1 an et demi, même pas. Il était dans les bras de sa mère dans son lit. Donc il a pris sa carabine et il a tué la mère et l'enfant. Et il devait se tuer aussi. Et il avait rassemblé tout un tas de bonbonnes de gaz dans la maison, quoi. Puis, manque de poids, à un moment donné, il est sorti de la maison. Et au moment où il est rentré dedans, il allait terminer son acte, il y a eu une étincelle. Il devait y avoir une fuite déjà dans les bonbonnes de gaz. Et tout a explosé à ce moment-là. Ça a creusé un cratère, vous ne pouvez pas imaginer. C'était atroce. Scène de guerre. Mais lui, il était en train d'ouvrir la porte, et la porte lui a explosé en pleine figure, l'a protégé en même temps. Mais il lui a arraché le bras. Depuis, il a été condamné à perpète. Hein, enfin, je crois qu'il est toujours en prison, d'ailleurs. Ça remonte à vieux. Donc à l'époque, j'étais jeune. J'avais des enfants, des petits-enfants. J'avais été le voir à l'hôpital de Fresnes à l'époque, parce qu'évidemment, il n'a pas été mis en prison tout de suite. Il a d'abord été hospitalisé dans un hôpital pénitentiaire. Mais j'avais en moi une haine de ce type-là qui était colossale, mais énorme. Je le détestais. Vraiment, je le détestais. Et quand j'ai été le voir en prison, je le détestais toujours. Peut-être même plus. Peut-être plus parce qu'il ne se rappelait plus. Parce que quand ça a explosé, bah, et du coup, non seulement ça lui a arraché le bras, mais ça lui a enlevé ses souvenirs. Donc je vais le voir, je m'attendais à arriver à discuter, mais il ne se souvenait de rien. Même pas de sa vie. Donc, j'ai été le voir assez souvent, très souvent, de plus en plus souvent. Je crois que c'est le type que j'ai interrogé le plus longtemps dans ma carrière de juge. Et puis, il ne se souvenait pas de sa vie, donc je ne sais pas s'il y a des psys dans la salle, mais c'est un peu particulier, quoi, d'essayer de renouer le fil de la vie, de la personne. Donc c'est ce qu'on a fait, puis ça lui est revenu petit à petit. Je suis pas psy pour autant, mais bon, c'est classique, quoi. Et ma haine de départ a fondu. Parce que j'ai retrouvé l'homme qu'il avait été, entre autres, quelqu'un qui avait fait la guerre d'Algérie et qui avait vécu des trucs absolument abominables, qui avait voulu se reconstruire après et il était charcutier. Et il voulait devenir grand charcutier. Et il avait acheté un grand camion, immense camion. Il faisait des marchés, il se déplaçait avec, il y avait marqué son nom en gros sur le camion. Voilà. Mais malheureusement, il n'avait pas les moyens, puis la charcuterie, ça ne marchait pas trop, donc il s'était ruiné, et il avait voulu en finir. Enfin, en 2 mots, l'histoire. Voilà. Alors, raconter comme ça, c'est pas très émouvant, mais ça enlève la haine. Et des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter plein. Même aujourd'hui. Maintenant que je suis devenu avocat, parce que du coup, j'ai pas l'alibi du type qui a perdu sa mémoire. J'ai même le devoir de savoir qui je défends. Voilà. Et donc, ce qui était presque, entre guillemets, un luxe à l'époque, c'est devenu aujourd'hui une obligation. Et une obligation même personnelle. C'est comme ça que je conçois ce métier. Donc des heures et des heures et des heures de discussion avec des gens
qui ont commis parfois des choses épouvantables, et parfois pas d'ailleurs. Des choses très simples. Mais même les choses très simples, ça exige du dialogue, de l'écoute, de l'attention, du temps. Énormément de temps. Voilà. Et c'est pour ça que je vous en parle. Parce que parmi les valeurs, je reviens à mon propos, qu'on doit mettre en place, défendre, lutter pour qu'elles existent, ben, il y a ça, l'homme qui est en face de nous, ou la femme qui est en face de nous, mais, ou le jeune, ou peu importe, mais pour qu'il existe, pour que notre travail ait un sens, il faut d'abord que nous, on mette les mains, qu'on se plonge dans l'individu qui est en face de nous. Et ça, c'est énorme. Énorme. Alors, je sais bien que vous êtes dans le scolaire. Moi, je suis plutôt dans la justice. Voilà. Mais comment ce lien peut-il exister? Ça paraît assez évident. Moi, quand j'étais juge, c'est la première question que je me suis posée. Comment je parle à l'autre? Quand même, si vous n'avez pas résolu cette question, vaut mieux faire autre chose, quoi. Ben, le problème, c'est que j'avais pas du tout résolu la question. Et personne ne m'avait jamais aidé à résoudre cette question. Parce que quand j'ai passé le diplôme d'entrée à l'école de la magistrature, quand j'ai suivi la scolarité, quand je suis arrivé dans les tribunaux, juge d'instruction, juge des enfants, tout ce qui est décidé, personne ne m'a jamais dit comment il fallait faire. Alors je regardais les codes, rien. J'ai questionné mes collègues. Oh, écoute, tu nous emmerdes avec tes questions. tu parles, voilà, c'est comme ça, c'est simple. Voilà, il n'y a rien à apprendre. D'abord, il n'y a pas de bouquin là-dessus, il n'y a rien du tout, quoi. Voilà, donc, t'es magistrat, tu te débrouilles. Voilà, c'est la pratique. Ça ne s'apprend pas. Peut-être, mais moi, je n'arrêtais pas de me poser des questions. Je ne savais pas comment faire. D'autant plus qu'à l'époque, c'était le début de ce qu'on appelait les affaires sexuelles, qui arrivaient à reprendre leur véritable place. MeToo, c'était encore à des années-lumière. Donc c'était à l'époque où vous aviez des victimes qui arrivaient encore plus timidement qu'aujourd'hui à se présenter devant les juges, la justice, la police. Et moi, j'étais face à ces femmes, ces jeunes femmes, ces enfants, qui me racontaient des trucs épouvantables. Épouvantables. Comment écouter ces gens-là? Comment les faire parler? Comment les aider? Comment leur parler? C'est quoi l'écoute? Est-ce qu'il faut leur poser des questions? Sur quoi? Combien de temps? Les silences, les pleurs, les gens qui en ont marre, qui claquent la porte, qui s'en vont, la déception des gens quand l'affaire n'aboutit pas, l'entourage de ces victimes, qui parfois les aident, qui parfois les accablent.
comment gérer tout ça? Donc pour moi, le questionnement, il a commencé un peu comme ça, un peu par nécessité, parce qu'il fallait bien que je fasse mon boulot, mais il fallait que la parole de ces victimes, elle apparaisse, qu'elle soit audible, qu'elle soit écrite sur un procès verbal. Comment écouter, quoi retenir, enfin bon. Alors, je réfléchissais, je discutais, je travaillais avec plein de spécialistes, des psychologues, des psychiatres, des médecins, voilà. Et chacun apportait un peu sa pierre à l'édifice. Et à l'époque, on commençait effectivement à se dire, oui, il faudrait peut-être faire quelque chose d'un peu particulier pour ces gens-là. C'était dans les années 70-80. Donc c'était vraiment néandertal hein, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui n'est pas terrible d'ailleurs. Enfin bon. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez la difficulté à l'époque de comprendre, d'agir, de faire son métier. Je me souviens qu'à l'époque j'étais tellement perdu que je me suis dit je vais écrire un livre. Donc j'en ai écrit beaucoup, trop, mais un des premiers s'appelait L'interrogatoire, où j'essayais de dégager, à partir de l'expérience, comme j'ai toujours fait, de ce que j'avais vécu, de mes questions, de mes interrogations, de mes doutes, voilà. Est-ce qu'on peut avancer quelques solutions? Voilà. Donc j'avais écrit le bouquin, qui a été acheté ensuite par l'École nationale de la magistrature, qui dort dans un rayon de bibliothèque, là-bas. Et j'essayais d'avancer quelques solutions. Je me souviens qu'une des solutions que j'avais avancées, ça s'appelait le crédit temporaire de bonne foi, que personne ne connaît, mais si de temps en temps... Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire simplement que quand vous êtes face à quelqu'un, quel qu'il soit, présumé auteur, présumé victime, témoin, peu importe, on s'en fout. Quand vous rencontrez cette personne, la première chose que vous devez faire, parce que vous êtes un professionnel et que vous avez du coup une autorité, même si elle n'est pas énorme, mais vous en avez une, c'est que vous devez faire comme si cette personne disait la vérité. Et vous devez vraiment le croire, la croire, dans un premier temps. C'est-à-dire que vous lui faites crédit de sa bonne foi. Et c'est capital. Capital. Parce qu'ensuite, enfin moi j'ai travaillé tellement dans les tribunaux où le premier réflexe c'était de ne pas croire. Parce qu'on est tellement obnubilé par le mensonge possible que du coup, c'est ce qui apparaît en premier. D'autant plus que quand on est magistrat ou policier ou enseignant ou dans une commission de discipline, quand vous arrivez le jour de l'audience, vous avez un petit dossier devant vous. Dans ce dossier, il y a plein de choses que vous avez déjà lues. Mais le simple fait de l'avoir lu, ça vous a pollué. Et du coup, vous oubliez d'écouter. Ce que vous voyez en vous, c'est quelqu'un qui s'est déjà expliqué, qui a déjà dit quelque chose, il y a déjà un procès verbal, il y a déjà un dossier, il y a déjà des papiers. Et ça, c'est mortel. Parce que du coup, vous ne le croyez pas. Voilà. Donc, le travail du professionnel, au début de chaque entretien, c'est de se dire, il va me dire la vérité. Voilà. Et puis ensuite, vous le laissez parler.
Vous prenez le temps. Laissez le temps de parler. Là encore, c'est la 5e fois que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pas grave. Parce qu'après des dizaines d'années dans ce métier, j'en suis toujours à répéter les mêmes choses face à ce que je vois et ce que je vis. Parce que je défends des clients, des hommes, des femmes, qui arrivent devant le tribunal, devant des magistrats, qui n'écoutent pas. N'écoutent pas. Donc mon boulot, c'est qu'ils arrivent à être écoutés. J'y arrive pas toujours. Hein. Parce que quand on n'a pas envie d'écouter, on n'écoute pas. Hein. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à écouter. C'est impossible. Donc c'est pour ça que c'est tellement important que les professionnels soient totalement convaincus de la nécessité d'appliquer ces principes que je viens de vous énoncer. Et pour ne pas être trop long, parce que je sens que le temps passe et que moi je vais terminer par autre chose. Par une de ces valeurs importantes. L'homme peut changer. L'homme change. Ça a l'air tellement bête, là encore. Je suis vraiment désolé. Là. M'en fous, c'est pas grave. Tout le monde change. Le problème, c'est que quand vous êtes en face d'une infraction à n'importe quoi, un de vos premiers réflexes, c'est de dire « il ou elle va recommencer ». Dans toutes les matières. Il y avait un psychiatre complètement débile qui un jour a dit « pédophile un jour, pédophile toujours ». Ça a marqué les esprits. Hein. C'est une formule à la con, excusez-moi d'être grossier, mais bon, c'est pas grave, c'est une formule, ça fait bien. Les communicants connaissent bien la question. Il faut que la formule fasse choc. Voilà. C'est horrible. Et ça, c'est une formule qu'on a répétée dans plein de domaines. Terroriste un jour, terroriste toujours, braqueur un jour, braqueur toujours. J'ai passé ma vie à essayer de démontrer le contraire. Et j'ai passé ma vie à voir des gens qui changeaient. Tout le temps. Et si vous regardez l'histoire de tout, n'importe quoi, que ce soit des hommes politiques, des écrivains, des philosophes, les hommes changent. Tout le temps. La vie est tellement longue. Nous changeons. Je change en permanence. Vous changez. Donc c'est pas parce que vous avez un jour commis un acte répréhensible que cet acte va vous poursuivre toute votre vie et que votre vie va s'inscrire simplement dans une longue répétition de cet acte-là. Et vous qui avez affaire à des jeunes, vous êtes encore plus confrontés à cette imbécilité. C'est terrible. C'est difficile à démontrer que l'homme change. Un jour, j'en ai eu marre. Souvent, je fais ça. Quand j'en ai marre, j'écris un bouquin. Donc, j'ai écrit un bouquin sur les multirécidivistes. J'en ai même écrit 2. Du coup, à la télé, il m'invitait à chaque fois qu'il y avait une récidive de quoi que ce soit. À la fin, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus de raconter toujours les mêmes choses et de ne jamais être cru, évidemment. Donc, un des bouquins que j'ai écrit s'appelait « La vie après la peine ». J'avais été
l'idée c'était que les gens qui avaient subi de longues peines, eh ben, ils sortaient un jour de prison et que ils avaient une autre vie après. Vous savez, le nombre de portes ouvertes que j'ai en français, c'est inimaginable. Mais bon, c'en était une de plus. Voilà. Mais c'était à l'époque où on créait les peines planchées. Les peines planchées qui reviennent d'ailleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. En ce moment, c'est encore sur le tapis. Hein. Voilà. Il y a toujours un homme politique qui croit détenir la vérité, qui dit « Ah, les peines planchées en matière de violence policière, de viol, de tout ce qu'on veut, ça va être la solution. » Ce qui veut dire qu'il va recommencer, évidemment, et donc la prochaine fois, ça sera la peine maximum. Bon. Et donc je m'étais dit, je vais faire un peu le tour de France, je vais interviewer une vingtaine d'anciens détenus, et puis je vais leur dire, leur demander qu'ils me racontent. Donc c'était un peu un boulot de journaliste, presque. Voilà. Donc ils me racontaient leur vie. Alors il y avait de tout, hein. À la fois des violeurs, des braqueurs, des assassins, des voleurs, enfin bon. Et évidemment, tous avaient changé. Tous. Et c'était stupéfiant. Et c'est la première fois que j'étais libre comme ça, j'allais dire. J'étais juge, évidemment, à côté. Mais là, c'était autre chose. Donc ils me racontaient leur vie. Ils me racontaient leur vie après. Voilà. Et comment ils avaient essayé de sortir de cet engrenage. Je dis bien engrenage. Parce qu'effectivement, ceux qui ont fait longtemps de la prison, la prison, c'est la sanction la plus débile, la plus idiote qu'on puisse inventer. Mais elle a ce mérite de créer des pathologies qui font, et des accointances qui font que l'individu est porté à recommencer. Voilà. Mais il y en a un certain nombre qui s'en sortent. Voilà. Et c'était ces histoires, des histoires de vie, pas simples, mais enfin, vraiment très émouvantes, enfin, très fortes, très touchantes. Qui faisait que, quand on avait fermé la dernière page du livre, on était encore plus convaincus que ces hommes et ces femmes pouvaient passer à autre chose. Pas forcément seuls, mais à la fois en étant aidés et en étant dans une réflexion sur eux-mêmes aussi. Et à l'époque, j'avais utilisé, sans le savoir, cette notion de désistance, que peu de gens connaissent. Tout le monde sait ce que c'est que la récidive. La désistance, personne ne sait ce que c'est. C'est le contraire. C'est-à-dire que quand vous avez commis un acte répréhensible, vous pouvez vous désister. C'est-à-dire quitter ce monde dans lequel vous avez vécu, dans lequel vous avez commis cet acte répréhensible, et passer à autre chose. Donc, chacun commet un acte répréhensible à sa façon. Chacun se désiste à sa façon. Il n'y a pas 36 000 façons de faire. Voilà. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui ont été étudiés, parce que cette notion de désistance, c'est une notion pas simplement philosophique ou un peu juridique, c'est une notion sociologique, psychologique, qui fait qu'à un moment donné, ça bascule. Donc on s'intéresse tous, regardez une série télé, un film télé, comment il est devenu criminel? Pourquoi il a commis ce braquage? Pourquoi il a fait ci? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout le monde s'en fout complètement de savoir pourquoi
Ce type-là, qui a passé 15 ans de sa vie en prison, il a basculé aussi du bon côté. Voilà. Et c'est tout aussi passionnant. Le problème, c'est que vous n'aurez jamais de série d'existence. Par contre, de séries policières, vous en avez du matin au soir. Sur les criminels, les tueurs en série, tout ce que vous voulez. Vous ouvrez la télé, vous regardez Netflix ou Canal+, ou n'importe quoi. Ils vous expliquent ça en détail. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le contraire. Voilà. Et ce qui vous intéresse aussi, c'est le contraire. Parce que les jeunes que vous voyez, qui ont des difficultés ou qui sont passés à l'acte, des fois, ça, voilà. La question que vous devez vous poser, la première, c'est comment il va revenir, pas forcément sur le droit chemin, mais à autre chose, à quelque chose de bien, à quelque chose de mieux. Sur quoi on va axer notre travail, notre réflexion, nos engagements, pour que ça se passe bien. Voilà. Et là, bon, de toute façon, mon bouquin, il est plus en vente, mais donc, je vous résume, c'est effectivement, c'est à la fois un cheminement intérieur et des rencontres. Voilà. Des rencontres, le cheminement intérieur, bon, il faudrait y passer beaucoup de temps, mais les rencontres aussi. Et les rencontres, c'est vous. Vous. On parlait, je sais pas, il va y avoir un truc sur les ateliers en prison ou l'écriture en prison, un truc comme ça, non pas forcément. Bon, enfin en tout cas, en prison, même en prison. Vous avez des gens qui viennent pour la danse, le théâtre, l'écriture, le cinéma, plein de choses. Vous avez aussi des gardiens de prison. Vous avez des juges qui viennent parfois, vous avez des avocats. C'est tout ça qui fait... Il y a aussi des prêtres, des religieux, des visiteurs de prison. Voilà. Et ça, je vous parle d'expérience. C'est parfois une parole toute bête, peut-être qu'il aura échappé à celui qui l'a prononcé, qui fait que l'individu va se dire quelque chose. Quoi? J'en sais rien. Mais ça va déclencher quelque chose qui va le faire évoluer, le faire changer. Pas tout de suite, mais se faire poser une question. Il ne s'est jamais encore posé. Je défends en ce moment un violeur récidiviste. Je vais le voir toutes les semaines, le lundi matin à 9h à Fresnes. Il a décidé de reconnaître les faits. Tout ça parce que j'ai passé un temps fou à discuter avec lui. Et il m'a dit, mais j'ai jamais... Aucun avocat m'a jamais parlé comme ça. Je sais pas ce que je lui ai dit. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais du coup, je sais... Il me fait une confiance tellement folle que ça m'angoisse moi-même. Parce que c'est bien sympa de vous dire faut écouter les gens, faut les regarder, faut passer du temps, faut se taire. Voilà. Mais en même temps, quand vous allez assez profondément dans l'homme ou la femme qui est en face de vous,
excusez-moi de parler comme ça, mais vous balisez un peu, quoi. Parfois, ça fait peur. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne le fait pas. Parce qu'on a peur d'avoir peur, d'écouter. Donc j'espère que ma relation avec lui, il passe aux assises dans 1 mois et demi, ça va servir à quelque chose. À quoi? J'en sais rien. Je sais pas. Parce que c'est bien gentil de vous dire tout ce que je viens de vous dire, j'ai terminé. Mais il n'y a pas de garantie du gouvernement, quoi. Vous avez peut-être dit une parole extraordinaire sans faire gaffe. Et puis ça a fait tilt. Mais à quoi ça va servir? À quoi vous allez aboutir? Vous n'en savez rien. Vous avez une idée? Oui, évidemment. Mais mystère. Et c'est ça aussi qui est angoissant. C'est que vous ne savez pas où vous allez. Vous allez quelque part dans l'intérêt de l'homme ou de la femme qui est en face de vous. Pas dans l'intérêt de l'institution, pas dans l'intérêt de la loi, dans l'intérêt de pas mal de gens, mais dans son intérêt. Et des gens qui l'entourent, et de la victime. Voilà. Mais il n'y a pas de garantie. Donc voilà ce que je voulais vous dire qu'il y a donc un certain nombre de principes, de valeurs fondamentales, voilà. Mais que c'est une lutte permanente, que c'est angoissant, un peu plus angoissant que d'appliquer la loi tranquillement, peinard, voilà. Mais que vous ne savez pas forcément où vous allez, et que c'est la vie. Bon, j'arrête là. Merci. Si vous voulez bien, on va peut-être vous adresser encore deux ou trois questions. On prend pour 10 minutes. Juliette. Bonjour. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment des questions, mais plus 2 remarques qui me viennent en tête. La première immédiatement, c'est que quand vous parlez finalement de cette écoute et d'aller chercher l'humain, moi je me demande si le mot derrière, finalement, c'est pas juste le mot d'amour aussi. Même si c'est un gros mot, on n'en est pas tellement habitué à l'employer dans la culture française. Voilà, mais l'amour au sens américain, qui peut aussi avoir une valeur politique et une valeur voilà, donc religieuse aussi, mais bon, voilà, politique aussi. Donc première remarque. Et la deuxième, vous parliez des séries policières et de la fascination pour les criminels, etc. Et c'est vrai, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec la mode du true crime et tout ça. Mais quand même, je me demande si, enfin, dans les cinémas, il y a quand même pas mal de films de désistance aussi, je trouve. Je pense notamment à des films de Jacques Audiard, de Battre mon cœur s'arrêter, etc. Ou de James Gray, qui sont étonnamment aussi des films d'hommes sur les hommes. Donc je ne sais pas quelle part la réflexion sur le genre, parce que vous avez l'air de parler souvent au masculin, quoi, quand vous parlez de vos clients, etc. Enfin, je sais pas, ça c'est une question que je me pose aussi. Voilà. Alors, vous savez, ma pire cliente a assassiné sa femme de façon atroce. On se téléphone toutes les semaines pendant 1 heure, depuis maintenant 2 ans, au point que des gens me disent « mais t'es fou, quoi ». Parce que, bon, quand une fois qu'elle sera jugée définitivement, ça va lui manquer, quoi. Voilà. Mais bon, c'est tellement complexe, c'est tellement dur, et j'ai pas envie qu'elle s'écroule, que j'ai trouvé
cette façon de faire. Voilà. Je vous dis ça parce qu'il n'y a pas de méthode. C'est en fonction de l'homme ou de la femme. Il n'y a pas une façon de communiquer, il n'y a pas une façon d'avancer avec tout le monde. C'est en fonction. Quand vous écoutez quelqu'un, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est tout neuf. À chaque fois, c'est ça que je voulais vous dire, à chaque fois, il faut inventer. C'est pour ça que je critique un peu la règle ou la loi, mais c'est parce que on se dit toujours il y a une méthode. Voilà. Non. Il y a des principes, il y a des valeurs. Ensuite, quand vous descendez dans le concret, là, dans cette commission de discipline, dans cette audience, dans cette relation, peu importe laquelle, vous inventez. Voilà. Vous innovez. Et parfois, l'innovation, ça peut être super intéressant. Parce que vous n'êtes pas uniquement dans le concret, dans l'individuel. Vous dites parfois, tiens, ça peut marcher. Ça, peut-être, je peux le généraliser. Voilà. Moi, je me souviens, je vous prends que des vieux exemples, il y a presque une cinquantaine d'années, toute ma vie, j'ai essayé d'éviter la prison. Et donc, à l'époque, on avait créé, c'était en 70, le contrôle judiciaire. Voilà. Et à l'époque, le contrôle judiciaire, c'était juste quelqu'un qui allait pointer une fois par semaine à la gendarmerie ou au commissariat. Et puis, on était quelques-uns à se dire, bon, on devrait essayer, plutôt que de faire ça, de créer une association. Avec un psychologue, un éducateur, peut-être un homme à la retraite. Et puis plutôt que de les envoyer au commissariat ou à la gendarmerie, on va les envoyer dans cette association. Donc on crée une association de contrôle judiciaire socio-éducatif. Quel terme. Aucune chance de prospérer. Et bien aujourd'hui, il y en a plein. Parce que c'était une des premières. Voilà. Donc, vous voyez, c'était parti d'un cas concret, 2 cas concrets, de rencontres. Voilà. Et donc, on avait totalement innové. C'était pas inscrit dans la loi, même pas une circulaire, que dalle. Et puis, petit à petit, d'autres personnes se sont dit, on va faire comme eux, on va se réunir, on va faire... Voilà. Enfin bon, je vous passe les détails. Et aujourd'hui, c'est devenu une institution. Donc, voilà, à chaque fois, il faut aller dans le concret, dans le détail, dans l'individu, dans le dossier, mais ça ne veut pas dire que vous allez y rester enfermé. Ça veut dire simplement que ce que vous allez extraire de ce moment de vie-là, vous allez peut-être en faire profiter d'autres, discuter avec d'autres, créer quelque chose. Ça va peut-être se casser la gueule, hein. Ça va peut-être mourir. Et puis ça peut prospérer. Voilà, c'est la vie. Mais sinon, le cinéma, moi, j'adore ça. Et donc, une autre question. Bonjour monsieur, merci pour cette présentation. Avec cette dimension humaine qu'on oublie parfois quand on est face à des règles, des règlements. Et moi, je voudrais vous interroger sur... connaître votre avis sur l'article 40 du Code pénal qui impose à tout fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions de transmettre la connaissance d'un délit. Nous, dans nos structures, on peut être confronté à des situations comme celle-ci. Et on est en même temps face à des jeunes qui sont dans des situations sociales et scolaires délicates. Et donc, on est parfois assis entre deux chaises. Est-ce qu'on applique la règle, la loi, le code pénal, et est-ce que quelle approche vous pouvez avoir de cette obligation, ça nous est rappelé régulièrement. Voilà. C'est très difficile. Et ça a créé des débats depuis des dizaines et des dizaines d'années. Hein.
C'est pas tout neuf du tout. Du tout. Donc, l'article 40 ou l'obligation de signalement, c'est parfois une nécessité, parfois un danger. C'est parfois une nécessité parce qu'effectivement, vous avez des situations familiales ou individuelles qui sont urgentes et qui nécessitent des réactions immédiates. Mais il faut faire très attention. Vous êtes professionnel, donc vous devez vous protéger. C'est ça ce qui est à la base de beaucoup de changements de législation depuis maintenant un demi-siècle. C'est que vous avez des professionnels qui n'ont pas signalé, et du coup ça a eu des conséquences terribles. Terribles, avec des enfants qui sont morts, des infanticides, enfin tout ça, moi j'en ai connu. Enfin, voilà. Alors, ma réponse ne va pas forcément vous aider. Mais je pense que quand vous avez connaissance de quelque chose de profondément répréhensible, et que vous avez effectivement des éléments qui vous permettent réellement de penser ça, à ce moment-là, le mieux, c'est d'en parler à d'autres professionnels ou à votre hiérarchie, d'en garder la trace et de décider, vous ou d'autres. Mais faites quand même très attention. Très attention, parce que votre signalement, ça peut être une catastrophe. Ça peut déclencher des tornades, des tempêtes, des chaos. Mais ça peut aussi sauver des vies. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Simplement, vous devez réfléchir profondément, passer du temps, beaucoup de temps, sur ce que vous savez et sur ce que vous ne savez pas. Et en fonction de ça, consultez autour de vous. Demandez à d'autres. Partagez. Et vraiment, presque en dernière analyse, quand vous avez fait le maximum, parfois dans l'urgence, signalez les faits en utilisant la bonne voie. Pas forcément téléphoner tout de suite au procureur de la République. Je vous parle d'un exemple pour vous donner un exemple très récent. Une famille super bien, apparemment. Parents, enfants. Enfants, j'étais chez eux, je les ai vus. A priori, tout se passe bien. Et puis, ils sont tellement bien, ces braves gens, que dès qu'il y a un pet de travers, ils consultent un psy. Voilà. C'est bien. Mais trop de psy nuit. Un proverbe qui n'est pas très connu, mais que j'invente. Et cette psy, ou ce psy, peu importe, qui avait déjà vu toute la famille au moins près d'une trentaine de fois, quoi. Un jour, la psy montre au plus petit des enfants un livre bizarre, où elle voit, il y a une image où on voit une maîtresse d'école
qui frappe un loup avec une ceinture. Dans les livres d'enfants, tout est possible. Et l'enfant dit « Ah, c'est comme mon papa ». Donc voilà. L'enfant revient chez lui, le soir, et dit j'ai dit que tu m'avais battu avec une ceinture. 4 ans et demi. Tu as vu ça, enfin. Effectivement, un jour que l'enfant avait été particulièrement odieux, qu'il était en train de s'habiller, il avait sa ceinture, il a dit « La prochaine fois, je te tape sur les pieds avec ma ceinture ». C'est pas génial, hein. Je déconseille formellement. Mais la psy, qui connaissait pourtant super bien la famille, les appelle tout de suite en disant « Mais si, voilà ce qui s'est passé. Donc je vais faire un signalement au procureur de la République. » La famille atterrée, qui essaye de savoir ce qui s'est passé. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, quoi. Je ne sais plus quoi faire. Et un jour, ils reçoivent un coup de fil du commissariat du coin en disant bah, vous venez la semaine prochaine, enfin ou dans 3 jours, le père, la mère, les 2 enfants, et on va vous interroger sur ce qui s'est passé. Je vous passe les détails. Mais évidemment, c'était faux. Puis un enfant de 4 ans et demi, entre la fiction, la réalité, le rêve, enfin bon. Donc cette famille de 4 personnes a vécu un cauchemar. Jusqu'à ce que je fais retarder la chose. J'étais au commissariat d'abord, et j'avais demandé à la famille de préparer tout un dossier, avec la photocopie du carnet de santé, la photocopie du carnet scolaire, enfin tout un tas de choses, des photos, enfin, voilà. Pour simplement dire à la policière, attendez, vous allez entendre cet enfant simplement sur un signalement d'une psychologue. Vous n'avez jamais rien vu de cette famille, donc j'ai remis à la policière le dossier. Elle était d'ailleurs très fâchée, c'est tout dire, parce qu'elle voulait interroger tout de suite tout le monde, faire une confrontation, quoi, comme dans une affaire de braquage ou de vol à main armée, mais sans s'imaginer ce que ça pouvait déclencher cette famille. Donc, on passe un épisode de l'affaire classée sans suite, évidemment. Et la famille a du mal à s'en remettre. Voilà. C'est un article 40. Une psychologue, avec les meilleures intentions du monde, qui a failli détruire une famille. Voilà. Et donc, l'avocat, là, en l'espèce, a servi un petit peu à quelque chose, vous voyez. Mais du coup, il a fallu que moi, je m'investisse dans cette famille, que je les écoute, que j'ai même vu les enfants, enfin, sans parler du tout de l'histoire, quoi. Voilà. Donc j'ai fait le boulot, mais la policière était à 2 doigts de faire une confrontation, comme on en fait dans les affaires de stup ou de braquage. Voilà. Et donc on a failli, la famille a failli couler. Et encore, je ne sais pas trop ce qui va se passer dans les années à venir. Voilà. Donc oui, enfin, je vous donne simplement cet exemple parmi plein d'autres, sur ce qu'un article 40, un signalement, une dénonciation, peut créer quand vous ne prenez pas toutes les précautions, vous n'écoutez pas vraiment les gens, vous ne demandez pas conseil aux autres, et vous agissez toute seule ou tout seul dans votre coin, quasiment à l'aveugle. Donc on est passé, si vous voulez, d'une période où effectivement personne ne disait rien dans plein de domaines. Ah oulala, faut que je me dédouane, faut vite que je signale, parce que sinon je vais être poursuivi pour complicité ou n'importe quoi. Donc on est dans cette période-là, vraiment, c'est très difficile pour tout le monde. Voilà. Mais vous, professionnels,
vous avez encore plus le devoir de prendre toutes les précautions du monde. Et ça repose toujours sur la même chose. Écoutez, vérifiez, passez du temps. Il y avait 2 questions qu'on va prendre d'un coup, là et là, et puis vous avez 5 minutes pour répondre, M. Portier. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, je voudrais, justement, en tant qu'enseignante, puisque vous dites que tous les... C'est l'expérience. Plus fort. Ah, pardon. Puisque chaque cas est individuel, que l'écoute, en fait, c'est votre expérience qui parle, comment se passe la formation? Quelle formation vous préconisez pour les magistrats, les avocats? Puisque, en fait, chaque cas est individuel. Donc comment on va enseigner à celui qui va, ou celle qui va devenir magistrat et avocat? Et la deuxième question? C'est toi, merci pour votre intervention. Vous avez évoqué, en parlant d'un client qui est un violeur récidiviste, la question de la confiance après l'écoute. Il me semble vous faire une confiance énorme. Vous avez dit c'est angoissant, et ça m'a fait très fort écho. Et voilà, comment vous gérez cette confiance-là, parce que c'est souvent une confiance peut-être qui se porte sur l'ensemble de l'institution après. Enfin, voilà, ce client va reconnaître les faits et parfois l'institution pourtant est défaillante. Enfin voilà, qu'est-ce que vous faites de cette confiance-là et comment vous la gérez dans ce que ça engage comme responsabilité Quand je vous ai dit que ça m'angoissait, ce n'était pas une formule. Hein. Si j'étais sûr de ce qui va se passer, si j'avais une boule de cristal, je vous répondrais très facilement. Mais ce que je vous ai dit, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va. Alors, pour vous donner un exemple du type de confiance, c'est qu'un jour, il vient... vous savez, c'est des petites cellules en prison. Voilà, c'est assez particulier comme relation. Et il avait une barbe assez épaisse, noire, et il s'était rasé la boule à zéro. Puis écoutez, bon, je vous parle franchement, hein, c'est pas mes idées. Mais si vous venez à l'audience avec la boule à zéro, on va vous prendre pour braqueur. Voilà. Et si vous venez avec une barbe, on va vous prendre pour un djihadiste. Donc, c'est pas mon boulot, mais voilà ce que je vous conseille. C'était presque d'homme à homme, quoi. Voilà. Et depuis 2 semaines, il s'est laissé pousser les cheveux, il a rasé sa barbe. Donc, je vous donne des détails physiques pour vous dire que cette confiance, ça va très loin. Mais en même temps, quand il est revenu avec des cheveux et sans barbe, je me suis dit, ta responsabilité, elle est colossale, quoi. Voilà. Mais il sait très bien que cette confiance qu'on a créée, c'est nous deux. C'est pas l'institution. Et il sait très bien, très bien, ce que c'est que la justice. Il y a été confronté je ne sais combien de fois. C'est un récidiviste. Voilà. Mais je ne le fais pas rêver. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, il a dit « Bon, ok, je vous garde, je vais reconnaître les faits. » C'est parce que je lui parlais vrai. Je lui ai dit tout ce qu'il risquait, comment ça se passait. Et il connaît par cœur ce monde de la justice. C'est un des plus grands spécialistes de la cour d'assises du tribunal correctionnel. Donc, justement, c'est ça qui a le déclic. C'est que je lui ai parlé vrai. Je lui ai dit, voilà, je lui avais dit, si vous maintenez là votre version, et si vous défendez comme ça,
vous risquez d'être même condamné plus lourdement. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille très franchement, c'est vous désister de l'appel. Donc, voilà. Donc, il avait rencontré plein d'avocats qui lui promettaient monts et merveilles. Enfin, voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que faut pas faire preuve de naïveté quand vous établissez ce contact. C'est même le contraire. Et c'est parfois difficile. C'est précisément quand vous parlez vrai, que vous ne mentez pas sur l'institution, qui vous croit. Parce que je pourrais dire, ouais, on va faire ci, on va faire ça, vous allez être acquitté, vous allez sortir. Non. Et quand vous parlez vrai, bah, vous ne mentez pas, et vous ne transférez pas vos espoirs, qui sont réels, sur l'institution. J'espère répondre à votre question. C'est vraiment parler du fond du cœur, parler vraiment de ce que vous pensez, que vous ressentez. Voilà. Et la justice, elle est comme ça. Donc il faut faire avec. Et ça, ça les ébranle. C'est ça qui crée la force du lien. Mais après, demain, après-demain, dans 2 mois, je ne sais pas. Mais on parle sur ces bases-là. Voilà. Sur la formation. La formation des magistrats et des avocats m'a toujours désespéré. Toujours. C'est mon grand souhait, ce que j'ai dit, répété, mais alors en prêchant totalement dans le désert, c'est que la relation humaine, ça s'apprend. Personne ne m'a jamais cru. Personne. Tout simplement parce que si vous êtes humain, c'est parce que c'est comme ça. Il y en a qui naissent humains, puis il y en a d'autres qui naissent inhumains. Voilà. Il y a des gens qui savent parler, qui savent écouter, puis d'autres pas. Mais je vous jure, mais c'est désespérant. Enfin, ça fait tellement de décennies que je me bats là-dessus que ça m'énerve encore. Enfin bon, c'est déjà pas mal. Mais non. Tout à l'heure, je vous ai dit le mot se taire. Voilà. Apprendre à se taire. Ça a l'air rien. C'est mignon, mais bon, c'est un peu agaçant. Oui, se taire. Quand vous voulez établir un lien avec quelqu'un, quel que soit le domaine, il faut vous taire. Voilà. C'est bizarre, hein? Mais il y a plein de professionnels, surtout dans mon secteur, qui pensent qu'ils n'existent en tant que professionnels que parce qu'ils posent des questions, et de bonnes questions. Voilà. Comment lutter contre ça? Comment apprendre à un professionnel à se taire? Franchement, je n'ai pas baissé les bras, vous voyez, la preuve c'est que je vous le dis encore. Et que tous les endroits où je peux passer, je me ferme votre gueule, quoi. Enfin, je suis désolé, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas établir un lien de dialogue avec quelqu'un si vous ne le laissez pas parler. C'est pour ça que tout à l'heure, de façon un peu présomptueuse, vous parlez de ma grande découverte, il ne m'a pas valu le prix Nobel, sur le crédit temporaire de bonne foi. Parce que c'est ça, à la base. À la base, c'est ça. Et je ne l'ai même pas inventé, je l'ai copié. Je l'ai copié d'un autre grand principe, il s'appelle la présomption d'innocence. Parce que c'est un peu la même chose. Et la présomption d'innocence, c'est un truc tout aussi foldingue. La présomption d'innocence, c'est marqué dans la loi, c'est marqué dans les principes, c'est marqué dans la déclaration de 89% quand même. C'est pas rien. Quand je vous parlais des principes qui sont au-dessus, c'est ça. Donc c'est quoi la présomption d'innocence? C'est-à-dire que vous avez un type qui vient
et qui vous dit « j'ai tué ma mère », eh bien, dans ce cas-là, vous êtes obligé, policier, magistrat, cour d'assises, vous êtes obligé de croire, dans un premier temps, qu'il est innocent. À qui vous voulez faire croire ça? Il faut être révolutionnaire, il faut être en 1789. C'est pas possible, ça n'existe pas. Pas possible. Vous voyez, enfin, bon. Mais pourquoi on a créé ça? Pourquoi on a créé ça? Un truc aussi fou, aussi débile, aussi dingue. Tout simplement parce que l'histoire de la justice, c'est l'histoire des erreurs judiciaires. Voilà. Ça aussi, c'est marqué sur le fronton des palais. Et donc, les erreurs judiciaires les plus terribles, c'est quand l'individu a reconnu les faits. Et c'est pas une histoire que Blade vous raconte une fois par mois quelque part. Non, c'est la réalité. C'est une vérité qui date depuis l'Antiquité. Des gens qui ont été écartelés, qui ont été crucifiés, qui ont été guillotinés parce qu'ils avaient commis un crime horrible qu'ils avaient reconnu. Et puis après, quelques années, quelques mois après, on s'aperçoit que c'était faux, qu'il l'a reconnu, mais que c'était faux, qu'il a fait un faux aveu, et qu'on a arrêté le coupable après, une fois que lui, il avait déjà été guillotiné souvent. Et c'est pour ça que les révolutionnaires, qui n'étaient pas si bêtes que ça, se sont dit, mais même dans ce cas-là, dans tous les cas, il faut que l'intéressé soit présumé innocent. Et c'est pour ça qu'ensuite, moi, avec ma petite plume, je me suis dit, ben, il faut l'appliquer aussi à la façon dont on entend les gens, la façon dont on les interroge, les entend, voilà. C'est que dans un premier temps, il faut l'écouter. Et si possible, même parfois se demander s'il n'est pas innocent. Voilà. Donc vous voyez, c'est ces choses-là qu'il faut apprendre, répéter inlassablement. Il faudrait qu'il y ait à l'École nationale de la magistrature une direction d'études comme ça sur les erreurs judiciaires, la présomption d'innocence. Comment entendre, comment dialoguer avec quelqu'un. Il y a plein de gens qui s'intéressent. Même chose pour les avocats. Les avocats, ce qui les passionne, c'est l'éloquence. Alors vous avez des cours d'éloquence. Vous avez des grands spécialistes de l'éloquence qui interviennent un peu partout, y compris à la télévision. Voilà. Parce que l'avocat, c'est celui qui est éloquent, qui fait des grands effets de manche. L'avocat, c'est celui qui sait écouter et parler à la place de l'autre. Être son porte-parole. Voilà. Ensuite, l'éloquence, on s'en fout. Vous avez plein de gens qui savent pas parler, qui bégayent même, qui font des pauses, voilà, et ce qu'ils disent, ça passionne. Parce que ce qui est important, c'est pas le truc, c'est pas la méthode 3 bis, non. C'est simplement que l'individu qui vous parle avec ses tripes, parle avec son cœur. Voilà. Ensuite, ça sort comme ça peut. Voilà. Mais c'est ça qui est important. Bon, le jour où on apprendra ça dans les écoles d'avocats, voilà. Mais pour l'instant, ce qu'on apprend, c'est quand même plutôt comment faire une fusion-acquisition. Ça, c'est pas mal. Comme il s'agit d'apprendre à se taire, alors on s'arrête là. Merci.